On a le plaisir de faire cette rentrée avec des petits éléments techniques à corriger, mais on est très content de t'accueillir, Estelle, pour parler de ton expérience en tant qu'investisseuse côté Orange Ventures, notamment sur des étapes de financement un peu plus matures que ce qu'on a l'habitude de voir côté Seed Legals, où c'est des projets quand même où nous, de notre côté, côté Seed Legals, on a l'habitude d'accompagner du très jeune, c'est-à-dire de la création de la société, du pré-seed et du seed. Et toi, Estelle, c'est plutôt de l'accompagnement dans des sociétés, comme je viens de le dire, plus matures, donc qui ont déjà du chiffre d'affaires, qui ont déjà passé quand même pas mal d'étapes assez stratégiques pour le développement de leur projet. Et tu interviens avec la casquette investisseur dans le but de trouver des synergies avec le groupe. Mais voilà, je ne vais pas teaser un peu plus que ça. Tu vas avoir l'occasion de te présenter. En tout cas, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour parler justement et de donner des éléments et des conseils concrets sur cette vision et vue investisseur. Et on en profitera également pour en parler quand même de projets assez jeunes sur comment on arrive justement à ces étapes de growth. Et voilà, pêle-mêle un petit peu sur cette introduction, mais pour revenir sur la thématique qui est la nôtre, l'idée c'est de savoir comment pouvoir bien se préparer dans le cadre d'une levée de fonds, notamment d'anticiper des questions investisseurs, de savoir comment et quels livrables on va devoir présenter, et qu'est-ce que toi tu attends aussi côté investisseur sur ces livrables, évidemment avec un petit filtre entre ce qui relève du précide, donc des étapes de financement qui sont les premières étapes de financement, des typologies d'investisseurs, plutôt business angels, institutionnels, family office ou corporate VC, comme ça peut être ton cas. Voilà en quelques mots ce dont on va parler ensemble ce matin. On a à peu près allez, 45 minutes d'échange ensemble. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions, à vous présenter, hein. Donc, je viens de le faire, Elodie, et merci de préciser que vous nous entendez bien. C'est top. On va pouvoir faire ce webinaire dans de bonnes conditions. Je m'occupe de Seed Legals de mon côté. Seed Legals, en deux mots, c'est 130 salariés entre Paris, Londres, New York et Dublin. On accompagne des projets donc de la création jusqu'aux premières étapes de financement et de développement. Donc ça va du pré-seed, seed jusqu'à la série A et peut-être un peu plus. Et on vous aide à générer tous vos contrats juridiques pour la levée de fonds, le financement, le suivi de votre table de capitalisation et le partage de capital avec vos salariés. Voilà de notre côté. Et comme je le disais, j'ai le plaisir d'échanger avec toi, Estelle, côté Orange Ventures. Je te laisse te présenter. Ouais, merci beaucoup Florent. Déjà, excusez-moi pour cette voix catastrophique, retour de vacances un peu compliqué. Mais du coup, ravie. Merci beaucoup pour votre temps et j'espère que du coup, je pourrai être utile lors de ces 45 minutes. Pour une petite précision, enfin du coup, une petite présentation rapide. Donc Estelle Vitry, moi je suis associate chez Orange Venture depuis 1 an et demi maintenant. Donc Orange Venture, c'est le fonds d'investissement d'Orange, donc le corporate qui est présent en Afrique et en Europe. Donc nous, on agit en tant que membre indépendant. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des synergies avec le groupe pour investir. On agit vraiment avec l'agilité d'un fonds VC, mais avec, entre guillemets, les avantages du groupe et d'un gros groupe et d'être backé par Orange, notamment avec des operating partners qui s'occupent de synergie, enfin, et surtout d'agir comme facilitateur business une fois qu'on a investi dans la boîte. On a accès aussi à un grand réseau, donc ça nous permet quand même d'avoir plus d'expertise sur certains sujets. Mais du coup, on reste plutôt agnostique. On investit entre la série A à la série C, des tickets qui peuvent aller de 750 000 euros à 20 millions d'euros. Donc on est plutôt large et plutôt on se positionne en lead co-lead. Donc ça, c'est plutôt pour la poche Europe. Et on a une poche aussi donc en Afrique, où là, on va aller sur des startups un peu plus jeunes. C'est pour ça que du coup, j'espère que ça pourra aussi être utile de pouvoir échanger avec ces deux visions-là. Là, on investit plutôt en seed, série A et des tickets qui peuvent être au minimum de 150, 200 000 euros. Et pareil, plutôt tourné sur du software, plutôt agnostique en termes de secteur. Et là, on se positionne en follower, en lead, en co-lead, mais plutôt follower sur le continent africain. Voilà pour moi. Merci pour cette présentation très claire. Quand tu dis, je rebondis juste sur ces éléments et cette terminologie de co-lead ou follower, ça c'est aussi, et ce sont des éléments clairement importants à avoir en tête quand on est entrepreneur, parce que forcément, quand on est dans le cadre d'une levée de fonds,
on va se poser la question de avec qui on va négocier. Mmh. Et donc, c'est là où, si tu dis juste en deux mots, c'est pour introduire cette partie et les termes sur follower et lead ou co-lead. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour clarifier cette partie-là? Ouais, bien sûr. Quand un entrepreneur va entamer une levée de fonds, il va être confronté à devoir structurer en fait, son tour de table avec, plusieurs, du coup, comme tu l'énonçais au début, mais plusieurs typologies d'investisseurs. Et du coup, quand, bah, par exemple, tu as des business angels, tu as des family office, tu as des fonds d'investissement. Il y en a certains qui vont prendre plus de place que d'autres et qui vont poser les termes juridiques et les conditions de ce tour de table. Donc, ils vont fixer notamment la valorisation en tant que lead ou co-lead. Co-lead, ça veut dire que du coup, tu te mets à plusieurs pour fixer ces termes. Mais ils sont primordiaux parce qu'en fait, si tu t'adresses, et c'est pour ça qu'on verra, je pense, juste après, et que tu cibles pas bien tes investisseurs et que tu t'adresses qu'à des followers, bah, en fait, ton tour de table et les conditions vont pas être fixées et tu seras désespérément en train de chercher un lead qui prendra la majorité de ce tour. Donc ouais, faut vraiment s'adresser à ces différentes typologies et ça permet de structurer et de fixer notamment la valorisation qui est un sujet hyper important et que voilà, donc en avoir On conscience. va en parler clairement. Et sur cette partie, l'investisseur va aider justement à fixer, comme tu viens très justement de dire, ses premiers termes. Et les autres investisseurs vont s'aligner sur ces termes. Il y a de la négociation. Et comme tu l'as aussi précisé, ça dépend de quel tour de financement on parle. Donc, si on fait cette différenciation et qu'on rentre dans le vif du sujet sur les différents tours, évidemment, quand on fait un tour de financement au tout début, que ce soit du Friends and Family auprès de business angels qui sont peut-être des proches ou des personnes de son réseau ou du cercle un 2 peu importe, mais c'est des personnes qui vont plutôt investir évidemment par rapport aux entrepreneurs, par rapport à l'équipe fondatrice, par rapport à vous qui portez le projet. Euh, Là, la question de lead, co-lead ou follower se pose pas tellement parce qu'en fait, c'est vous qui êtes en tant qu'entrepreneur et la société, là, le lead. C'est vous qui initiez les principaux termes parce qu'encore une fois, ces investisseurs-là dans cette typologie d'investisseurs, donc plutôt des personnes individuelles qui vont investir au tout début de votre projet. Vous allez discuter là, vraiment, et créer du lien et discuter des termes. Et c'est vous qui allez proposer les termes avec vos conseils, comme nous, on peut le faire et vous accompagner, que ce soit avec la plateforme et autres. Mais ça, c'est la particularité des premiers tours. Et Mmh. pareil, le précide peut être aussi un peu dans cette logique-là. Mais dès qu'on vient à des tours un peu plus structurants, et en l'occurrence, quand on parle de tours structurants, c'est là où on s'adresse à des investisseurs dits institutionnels. Ça peut être des fonds d'investissement ou des clubs de business angel. Mais tu me dis si je me trompe, tu peux compléter là ce que je viens de dire. Mais c'est là où on va retrouver cette logique de il faudrait trouver un lead et Exactement. discuter des principaux termes. Est-ce que Ouais, ouais, c'est bien complètement. ça? C'est vrai que, plus on avance, dans la maturité de la société, plus, bah, du coup, les termes, sont évolutifs et impactent, directement, ben, les prochaines étapes de la société, et notamment même en termes de valorisation. La valorisation, entre guillemets, «plus précise», que sur du pré-seed, seed où, parfois il y a peu ou pas de revenus, donc qui est plus difficile à déterminer. C'est vrai que dans les tours un peu plus late stage, on retrouve davantage, enfin, cette importance en tout cas de cette structuration, très forte, du lead, co-lead, follower. Et là, ce que tu as dit aussi, c'est important de l'avoir en tête, parce que ces terminologies qu'on appelle pré-seed, seed, série A, série B, du growth stage, clairement, c'est des référentiels qui sont bons à avoir en tête. C'est pas forcément quelque chose de très, voilà, je suis en série A, donc c'est orthodoxe par rapport au montant donné. Évidemment, il y a des échelles et des montants. Il y a aussi des, c'est la maturité du projet, comme tu l'as expliqué, c'est-à-dire en précis site, peut-être qu'on n'a pas de revenus encore. Et donc, clairement, pour démontrer certains chiffres, certaines métriques, on regarde peut-être d'autres chiffres qui sont le nombre d'utilisateurs, mais ça dépend aussi de vos modèles. Donc, c'est très, très flexible et c'est à géométrie variable sur cette partie. Parce que des fois, on a, nous, des entrepreneurs qui viennent nous voir et qu'on accompagne à Seed Legals et qui disent, ah, mais là, là, c'est un seed que je suis en train de faire parce que je lève, je sais pas, 500 000 ou 1 million d'euros.
bah, peut-être que on peut le qualifier de seed, mais peut-être qu'on pourrait aussi le qualifier de pré-seed. Est-ce que c'est le premier tour de financement? Tu es peut-être pré-revenu. Bon, aller lever 1 million d'euros aujourd'hui sans avoir de revenus et démontrer un petit peu de chiffres, évidemment, dans le contexte actuel, c'est quand même d'autant plus compliqué que ce que ça pouvait être avant, et c'est l'est toujours. Donc, est-ce que c'est bien le cas, hein? Donc, est-ce que tu pourrais nous dire justement, toi, ce que tu as l'habitude de voir en termes d'étapes, que ce soit en termes de maturité, de montant que tu vois, jusqu'à le tour où tu généralement interviens avec Orange Ventures, qui est plutôt la partie growth stage. Ouais, c'est sûr. Non, complètement. Et puis, je trouve aussi que, bah, du coup, nous, on différencie un peu le early stage du growth et du late stage et après private equity aussi. Mais du coup, ce growth est un peu cet entre-deux et aussi assez dur à définir. Et vraiment, je pense, un peu propre à chaque entité, à chaque startup. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu quand même des fourchettes qu'on retrouve. C'est pour ça que du coup, nos tickets, nous, ils sont à minimum d'un 750 000 euros sur la poche Europe notamment. Et c'est pour ça qu'on va plutôt sur du late seed Serie A. Et donc, on attend, et comme on est plutôt lead co-lead, on attend du coup des tours de table autour de 2-3 millions d'euros pour donc du late seed Serie A. Et donc, par conséquent, on se dit que sur du pré-seed, seed, ça va être des tours vraiment plus faibles, donc entre Inférieur à 2 millions d'euros. exactement. Toi, ton Voilà. minimum, c'est 2 millions d'euros. Là où tu peux considérer éventuellement le dossier. Ça ne veut pas dire évidemment que tu vas y aller, ça c'est la logique de sélection, on va y revenir sur quels critères, etc. Mais donc, il y a un montant du tour de financement en dessous de 2 millions d'euros. Non, parce que déjà ton minimum de ticket c'est 750 000 Mhm. euros. Mais tu as des critères aussi en termes de revenus, je suppose, ce qui va te pair avec la sélection. En tout cas, te dire, voilà, le B à bas, moi, je regarde pas un dossier s'il n'y a pas un 2 et 3. Mais c'est quoi un 2 et 3? Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, les critères de sélection, après, ils peuvent vraiment varier en fonction de la startup. Mais on va surtout regarder bah, notamment la croissance. Parce que du coup, nous, on arrive quand même à des moments où il y a un peu de traction commerciale. Donc, on va regarder un petit peu la croissance. Ça peut être en nombre d'utilisateurs, en revenus, en GMV. Enfin, voilà, il y a plusieurs indicateurs à regarder. C'est la première chose. La deuxième chose, ça va être aussi en fonction du cash. Plus on est jeune, plus la gestion du cash est primordiale. Et donc, on va évidemment regarder voilà, quel est le runway, est-ce que la gestion du cash dans le passé était effective, est-ce qu'ils ont burné sur des postes de dépenses qu'on considère pas les plus importants pour grossir et pour structurer le produit. Et après, on va regarder aussi côté bah, du coup ouais, revenus et juste traction et KPIs de la startup. Mais ça peut vraiment varier. Mais c'est vrai, surtout la croissance en fait. Et même la rule of 40, qui est donc ce ratio entre bah, en fait, la marge d'EBITDA et la croissance. Ça va être des choses qu'on regarde beaucoup. Directement dans le pitch deck, il y a même avant, parce que là, c'est des données quand même très financières que tu viens Ouais. de partager, et c'est intéressant de l'avoir parce que là, pour aussi définir les termes, donc le renoué, c'est le besoin en fond de roulement, c'est votre trésorerie, ce que vous avez par rapport à vos dépenses, parce que a priori, vous n'êtes peut-être pas forcément rentable tout de suite, donc vous avez une question d'investissement. C'est la raison pour laquelle vous enfin, vous cherchez ces financements. Donc, vous allez investir, vous avez probablement dans votre prévisionnel, allez, peut-être à l'année 3 une logique d'atteinte de la rentabilité, dans en tout Mhm. cas ce que vous présentez. Mais votre runway, comme tu le disais Estelle, c'est voilà, combien de temps vous allez pouvoir tenir avec les dépenses, avec la croissance que vous envisagez d'avoir dans le cadre de votre prévisionnel financier. Donc, et généralement, c'est combien de temps? Il faut au moins avoir quoi, 18-24 mois de Ça runway, donc de cash, ça dépend. Ouais, franchement, ça dépend. Mais c'est vrai qu'une startup qui vient nous voir et où il lui reste 2 mois de cash, c'est un peu plus compliqué. Après, en early stage, c'est vrai que c'est dur de mesurer. Et en fait, ce runway est de plus en plus petit en fonction Ouais. des stades de maturité. C'est vrai que bah, du coup, en early stage, on est plutôt autour de 4 à 6 mois versus en late stage, au-delà de 6 mois, un an. On Mm. considère que c'est bon. Mais c'est vrai que si la startup arrive en désespéré, enfin, désespérée, va accepter du coup toutes les conditions, même pour vous.
vous allez être dans une situation ben, compliquée, vous allez mettre la clé sous la porte si vous ne levez pas ces fonds-là, donc vous allez être plus enclin à faire des bêtises. Donc je pense que voilà, C'est pas les c'est bons signaux pour toi, clairement. Et ça, d'ailleurs, bah, enfin, vous vous en doutez, hein, ça peut du bon sens, mais aller lever des fonds, évidemment, c'est toujours mieux d'aller lever des fonds quand on a un coussin financier qui permet d'avoir au moins 6 à 8, voire 12 mois devant Mhm, soi pour pas être dans le stress et la situation très complexe que tu viens de décrire. Ça, c'est clair et net. Sur le burn, pour revenir sur ce terme-là aussi, c'est ce que vous dépensez. C'est en fait par rapport aux revenus que vous générez et les dépenses, bah forcément, c'est tous les mois, c'est justement, vous avez du négatif, ce qui fait que le runway, justement, donc le cash que vous allez avoir ou que vous avez descend petit à petit et fond un peu comme neige au soleil, si je peux dire, dans l'optique après de revenir sur une courbe un peu plus rentable et donc d'atteindre cette rentabilité, peut-être d'accélérer en fonction de votre stratégie, mais bref, c'est un peu ces idées. Et le dernier point, donc cette fameuse règle des 20-40, des Rule of 40, en gros, c'est un principe financier que regardent justement les investisseurs comme toi, qui est entre la croissance qu'on réalise, en chiffre d'affaires par exemple, et la rentabilité qu'on peut avoir avec les EBITDA, donc c'est-à-dire passer justement toutes les dépenses et autres, il faut qu'on arrive en additionnant l'un et l'autre, donc la croissance et la rentabilité, à au moins 40%. C'est l'idée. Donc, si exactement. je fais 20% de croissance, il faudrait que j'ai 20% de rentabilité. Et là, si on fait 20 plus 20, on tombe sur 40. Et là, c'est une donnée financière qui est intéressante. Mais souvent, on n'attend peut-être pas 20% de rentabilité à un stade qui est late seed, comme tu disais, ou Bien de la sûr. série A et autres. On attend peut-être plus de croissance, là, du 40% de croissance. Et si déjà on a zéro d'EBITDA, ça veut dire qu'on est à l'équilibre. Donc, c'est positif. Donc, on est dans Mhm. une démarche qui est la suivante, quoi. Donc, c'est un peu cette idée. Mais justement, c'est des données quand même très financières. Même avant ça, tu as des éléments peut-être sur la profondeur de marché, ou ça, c'est peut-être des éléments qui sont plus propres à l'early stage, et qui sont, si tu as passé ces étapes, c'est qu'il y a une logique, il y a d'autres éléments là Ouais, à avoir en évidemment. tête? Évidemment, là je suis rentrée direct dans la granularité, on a parlé du revenu, donc j'ai tout de suite évoqué le côté financier. Mais c'est clair que bah, déjà oui, en tout cas pour cette rule of 40, c'est sûr qu'il y aura plus d'extrêmes, plus t'es early stage, tu auras une très grosse croissance, enfin on attendra une plus forte croissance, mais du coup une rentabilité évidemment négative et peut-être plus tirée dans l'extrême, pour qu'on arrive à un ratio, ça peut être 40, ça peut être un peu en dessous, enfin voilà, mais juste qu'on tourne à quelque chose de positif en tout cas. Et oui, pour revenir sur ces indicateurs plutôt extra-financiers, évidemment, la première chose qu'on va regarder, ça va pas être le BP, ça va être l'équipe, ça va être le marché, le produit, est-ce que ça répond vraiment à un pain? Est-ce que en fait c'est un must-have ou un nice-to-have? C'est vraiment une question à se poser sur le produit et à quel point bah, voilà, le market fit peut être pertinent. Enfin, en tout cas, est-ce que les signaux du marché ont l'air positif à l'égard de ce produit-là. Et après, évidemment, la profondeur de marché. Primordial, est-ce que c'est quelque chose qui va s'intégrer dans une niche de quelques utilisateurs et donc il y aura potentiellement une plus grosse, une plus forte dépendance client, mais qu'il faudra gérer différemment. Donc ouais, ça c'est sûr que le marché, l'équipe, et la technologie, et surtout la défensabilité, les barrières à l'entrée du produit que vous pouvez développer. C'est des choses qui sont de plus en plus primordiales parce que la concurrence sur beaucoup de marchés devient très, très, très forte. Donc, la défensabilité du produit, c'est des choses on souligne, nous, en tout cas, et qu'on essaye de creuser en tant qu'investisseur. Et on va pouvoir justement creuser aussi un peu ces points avec des exemples concrets. Avant de rentrer là-dedans, il y a la question qui est posée par Flavien dans le chat sur si à l'étape d'idée, de concept, la société n'est pas encore créée, est-ce qu'on considère ça comme du précide? Oui, on est vraiment à une étape même là d'idéation. Ouais, C'est-à-dire que même là, de toute façon, on ne va pas financer un projet tant que la société n'est pas créée, parce que l'argent doit aller dans la société. Et quand on parle là, effectivement, d'investissement, on parle d'investissement privé, des investisseurs avant même que des investisseurs comme Estelle avec Orange puissent potentiellement discuter avec vous sur le dossier et la pertinence d'investir et de vous accompagner. Même les investisseurs type enfin, famille, proches, vont investir dans le capital de la société
et donc la société doit être créée. Donc là, c'est du précide. Le précide, c'est quoi? C'est vraiment, on lance le projet, on est déjà avec une idée, mais on a dépassé le stade d'idée parce que l'idée, c'est effectivement, on ne peut pas déposer, on ne peut pas protéger, etc. C'est juste une idée, mais il faut quelque chose de concret. Et aujourd'hui, on le sait, hein, que ce soit avec des outils, que ce soit tous les outils d'intelligence artificielle comme Lovable, Bolt, pour ne pas les nommer, mais de créer un site, les barrières là, pour le coup, à l'entrée sont d'autant plus basses. Et tout le monde est en capacité de créer un premier Mhm. site, mais au moins, il faut déjà qu'il y ait quelque chose. Et commencer à aller déjà sur le marché. Ce que je dis là est vrai pour certains projets, évidemment, hein. Si on est sur des logiques de recherche et développement, dans la santé, par exemple, non, on va pas pouvoir commercialiser tout de suite, mais voilà, apprendre avec des pincettes ce que je peux dire là. Mais en fait, on est déjà, donc, on a lancé, on a l'idée, on a la stratégie, on a une équipe qui doit être complémentaire. Ça rejoint ce que tu dis Mhm. clairement parce que ces critères sont aussi valables sur des projets jeunes, early stage, pré-seed. Mais effectivement, pour revenir à la question de Fabien, si la société n'est pas encore créée, on est dans cette logique d'idéation. Et si demain, on va lever des fonds sur la base de ça, de ce projet, de quelque chose d'assez concret qui permette d'emporter la conviction de certains proches ou autres investisseurs d'investir, et qu'on n'a pas encore de revenus, pas encore de clients, etc., oui, et que c'est le premier tour de financement, c'est ce qu'on appelle du pré-seed. C'est vraiment ce qui va aussi de pair avec des éléments non dilutifs, comme la bourse French Tech, euh, on va parler. On va parler du non dilutif, parce Mhm. que ça rentre aussi dans la logique de financement, mais c'est un point qu'on va aborder avec toi, Estelle. Bien sûr. Mais pour fermer cette parenthèse et après avoir répondu à ta question, Flavien, euh, effectivement, les critères, donc tu disais, il y a une équipe. Et ça, clairement, c'est fondamental. Et toi, qu'est-ce que tu aimes bien voir justement dans une équipe? Souvent, j'en parlais là de complémentarité, mais est-ce que tu peux nous donner d'autres éléments? Ouais, complètement. C'est vrai que bah, donc l'équipe, c'est primordial parce que c'est lui, justement, comme Flavien l'a expliqué, mais l'idée et le concept vient d'eux, donc c'est eux qui vont vraiment voilà, pulser et même donner envie à d'autres collègues et à d'autres cerveaux de les rejoindre. Donc c'est hyper important qu'ils sachent se vendre, notamment. Donc ça peut être un premier critère, un peu voir comment aussi ils se vendent. Ils sont très complémentaires. C'est vrai qu'un solo founder, ça va être des choses qu'on peut regarder, qu'on peut légèrement flaguer en se disant aïe, est-ce que vraiment il va avoir toutes les facettes qu'on demande à des fondateurs sur le côté technologie, sur le côté marketing, image de marque et sur le côté vraiment sales. Donc voilà, est-ce qu'une personne peut regrouper tout ça? Donc le côté commercial, le côté complémentaire, donc évidemment des fondateurs, sur ces trois éléments principaux. Et puis après, les expériences passées, c'est vrai qu'on va notamment pouvoir effectuer des ref calls, donc un petit peu parler aux boîtes dans lesquelles ils sont passés pour voir un petit peu à quel point voilà, ils sont appréciés et reconnus dans l'écosystème. Est-ce que parfois ils peuvent justement côté soit réglementaire, soit par exemple en santé, avoir des publications en leur nom? Est-ce que voilà, ils ont une légitimité dans l'écosystème qui fait que bah, on a envie de les suivre et donc ouais, ça va être des éléments qu'on regarde évidemment les expériences euh, et, euh, et voilà. Et puis notamment aussi l'école qui peut montrer une certaine structure, mais c'est pas quelque chose. Enfin, on peut le regarder. Enfin, on le regarde évidemment, mais comme partout. Mais c'est des choses où on va aussi se baser sur l'expérience. Tu parlais également du marché, la profondeur de ce marché. Tu as des montants attendus ou parce que effectivement, tu peux avoir des logiques de niche, Mhm. mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu attends souvent aussi une présentation avec le marché cible, le marché total adressable, donc avec les anglicismes, c'est le TAM, SAM, SOM, en termes de segmentation de marché. Donc en fait, ça permet de découper entre le marché qu'on peut obtenir, le marché qu'on va pouvoir servir, et le marché total qu'on peut adresser. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Complètement, bah, pareil, ça dépend vraiment de la maturité de la startup. Plus c'est early stage, plus on attend une profondeur de marché un peu plus faible, entre guillemets, même si, enfin, voilà, comme les objectifs de revenus vont être plus faibles que par exemple en série B, où là, du coup, le marché doit être plus grand pour prendre
en compte le fait que, je sais pas, ils prennent qu'une infime partie du part de marché ou alors qu'ils prennent tout le marché. Donc c'est pas mal d'hypothèses en fait qu'on va effectuer. Il n'y a pas de montant précis, honnêtement, de TAM, SAM, SOM, mais on attend quelque chose de pas trop délirant, donc qui Mmh. part en fait du marché. On aime bien quand il y a quand même une logique qui est présentée notamment dans le pitch deck et dans les livrables je pense qu'on reviendra aussi dessus, qui est une certaine logique, un calcul qui a été fait, ou alors juste partant des données marché, montrer qu'en fait, il y a quelques pays qui sont concernés par la solution pour l'instant et qui concernent du coup la société. Puis ensuite, aller sur des hypothèses de potentialité, de nombre de parts de marché et de pourcentage de parts de marché que la société peut prendre à 5 ans, à 10 ans. Donc ouais, c'est comme ça qu'on va un peu calculer la chose en se basant soit sur des données marché, soit en partant vraiment juste je sais pas, si c'est un abonnement notamment de l'ACV, donc la valeur des contrats en moyenne par client avec le nombre de clients potentiels. Euh, voilà, c'est un calcul que vous pouvez faire rapidement pour votre solution et nous, bah, ça nous aide et on comprend davantage si bah, il existe un peu à cette profondeur de marché ou pas. Et en fait, bah, ce SAM est censé un peu être votre revenu à 5-10 ans que vous pouvez atteindre. Donc, pas trop délirant, mais voilà, si c'est 5 millions, ben, par exemple, on sait que ça sera assez bas. Donc, c'est une vraie logique et cohérence entre le modèle économique, comme tu disais, C'est exactement. la CV, donc Average Customer Value, donc comme tu l'as expliqué, la valeur moyenne d'un client, multipliée Mm, par le nombre de clients ciblés, et ça donne déjà ce qu'on peut faire. Quelle typologie de clients? Est-ce qu'on cible, je sais pas, des PME si c'est sur du B2B, donc il y en a quand même un grand nombre, ou est-ce qu'on est mm, sur plutôt des entreprises, donc ça veut dire que la valeur sera augmentée. Enfin, on est dans une cohérence et une logique là qui forme ce montant, mais on veut pas, par exemple, on a vu, nous, bah, des personnes qu'on accompagne, et c'est normal, on veut montrer des fois des sommes qui sont quand même très, très importantes pour se dire, bah, regardez, c'est extrêmement profond, etc. Mais ça, ça peut être des erreurs, on va en parler aussi sur les petites erreurs à éviter, mais où on met, par exemple, le marché du BTP mondial, c'est 10 000 milliards, et ça représente, mais donc oui, c'est beaucoup, mais ça veut un peu rien dire. Et là, le défaut, c'est de se dire, bon, en fait, on n'a pas bien segmenté le marché, mais qui tu vas adresser? Tu vas pas adresser tout le monde, les 10 000 milliards dans le monde et tous les acteurs du BTP. Enfin, bref, moi, ça, c'est la petite parenthèse. Mais on va y revenir sur les questions. Je rebondis sur le chat parce qu'il y a des éléments pertinents qui nous sont partagés, notamment sur quand on a des projets, et c'est souvent le cas, et qui ont besoin un peu de R&D ou alors de réglementation de conformité, c'est les questions qui sont mhm, posées par exemple par Antoine et Paul, sur, OK, mais comment on fait pour financer le projet? Parce qu'on ne peut pas faire de revenus. On doit d'abord avoir, je sais pas, sûr. apparemment l'autorisation AMF ou autre, que ce soit sur les autorisations de santé pour des questions de produits qui sont dans ce secteur. Donc, Mhm. comment on arrive aussi à convaincre certains investisseurs? Est-ce qu'on doit aller chercher des investisseurs spécialisés dans tel domaine qui comprendront du coup cette partie? Euh, Parce qu'on n'a pas encore de revenus. Et donc, comment on démontre que voilà, on a de l'attraction, c'est pas possible de la faire. Ce serait quoi tes conseils à leur donner? Ouais, complètement. Oui, il faut prendre avec des pincettes, hein, tout ce que je dis. Moi, c'est vrai que j'arrive au moment où il y a un peu de revenus. Malheureusement, j'en parle de cette manière-là. Mais sur le côté, bah, du coup, des startups qui n'ont pas encore de revenus ou très peu, ou qui ont besoin, ouais, justement, d'avoir des fonds pour obtenir ces revenus. Je pense notamment à la santé, je pense notamment à la deep tech. C'est évidemment des choses où, ben, on en parlait aussi tout à l'heure, le côté non dilutif peut aider énormément. Il y a pas mal de pré-amorçage et de choses qui peuvent effectuer, enfin, voilà, être subventionnées dès le début sans gros apport de capital dès le début. Mais aussi, bah, comme on disait aussi tout à l'heure, mais bien cibler les personnes et les interlocuteurs à qui tu as envie de parler, avec qui tu as envie de créer du lien. Pour la deep tech, il y a énormément de fonds spécialisés qui investissent pré-revenus, hein. Mais pour, en tout cas, de l'amorçage, moi, j'irais plus chercher du réseau, donc notamment avec des business angels, des réseaux de business angels qui ont notamment bah, une grosse légitimité, soit ont déjà créé leur boîte dans le secteur et donc sauront exactement vous aider, vous donner les tips que eux, ils ont mis en place voilà, pour avoir ce succès qu'ils ont eu notamment.
Et j'irai pas tout de suite aller chercher peut-être des fonds d'investissement ou alors des fonds d'investissement très early stage. Euh, Et mais spécialisé dans le domaine très en spécialisé. question. Ouais, 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 Exactement. bien sûr. Et ça Parce existe. que ça répond aussi à la question de Paul, hein. C'est-à-dire que si on est dans ce cadre-là et qu'on n'a pas encore les revenus, etc., est-ce qu'on est en série A et haute? Non. Là, si on revient sur les étapes de financement dont on parlait, on est sur avant cette étape parce que quand on est en seed ou série A, il y a du revenu en série A, c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà Ça. démontré qu'on a plus ou moins des retours sur le produit, du chiffre d'affaires, donc des clients. Donc, ça veut dire qu'on a pu commercialiser. Quand on est en fait pré-produit et pré-commercialisation pour des questions réglementaires et de conformité, on est dans du early stage, clairement, évidemment, mais on est aussi à une étape où on ne va pas être dans une logique de croissance, dans une Mhm. logique déjà de proposer la solution au marché, de la commercialiser. Donc forcément, on ne sera jamais au-delà d'un seed si on veut. Et encore même, ça peut être du pré-seed, mais peu importe, que ce soit seed ou pré-seed, honnêtement, les terminologies, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment ce que vous créez et comment vous arrivez demain à commercialiser et avec quels moyens, si vous avez besoin de moyens, effectivement, pour financer cette logique de conformité, en tout cas de réglementation et de réglementaire. Ça revient à ce que tu dis. Donc, oui, des business angels, ça peut être des individuels, ça peut être aussi bah, du non dilutif, que ce soit des subventions ou autres, ou potentiellement des fonds d'investissement, mais là, pour le coup, spécialisés. Et eux, ils vont regarder quoi? Là, pour le coup, c'est certain, ils vont regarder l'équipe de manière très, 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 très prononcée avec les références dont tu parlais et autres, le potentiel de marché, la défensabilité dont tu parlais aussi. On peut revenir Mhm. un peu dessus. Ça, c'est quoi? C'est est-ce qu'il y a des brevets? Est-ce que oui, il y a du réglementaire, mais ce qui permet de créer aussi une barrière à l'entrée pour vous, dans votre Exactement. cas, c'est un peu le cas. Ouais, c'est sûr, et c'est primordial justement de traiter ça au début. Et donc c'est pour ça qu'on n'attendra pas de la traction commerciale dès le début. On préfère que vous arriviez sur le marché avec quelque chose où en fait, bah justement, il va y avoir des preuves que le marché apprécie et se dise ah waouh, c'est quelque chose qui change et justement qui est défensable par rapport à d'autres produits qui existent déjà. Et donc faire des POC avec certains voilà avec certains acteurs, avec certains de vos clients. Et donc avoir quelque chose de voilà de robuste dès le début. Et donc évidemment qu'il faut prendre ce temps pour rendre le produit robuste. Et bah, comme l'expliquait Paul ou autre, c'est des choses voilà, il faut traiter et qu'on on a conscience. Certains ont davantage conscience et c'est ces acteurs-là qu'il faut aller chercher. Et il faut vous mettre dans la peau aussi de ces investisseurs, se dire, OK, mais pourquoi j'investirais dans tel projet? Parce que, en fait, c'est vous, c'est l'équipe, il y a du lien qui se crée évidemment, il y a une relation qui se crée. Vous avez aussi créé peut-être quelque chose, il y a un produit, il y a un service, il y a une solution software, peu importe, mais il y a des éléments concrets qui tendent ben, vous convaincre, même vous-même sur la pertinence d'investir si vous étiez à leur place quelque part. Donc, il faut aussi souvent se faire ce jeu de se mettre à la place de l'investisseur, de comprendre aussi quelle est la logique. Et évidemment, ça revient à la typologie dont on parlait, entre des business angels individuels, des réseaux de business angels, un family office, des fonds d'investissement. Euh, Ils n'ont pas les mêmes logiques d'investissement, ils n'ont pas les mêmes modèles économiques du tout, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Euh, et donc ça, il faut aussi pour vous les connaître et les avoir en tête. Ouais. D'ailleurs, là-dessus, Estelle, tout projet n'est pas non plus, on entend aussi souvent dire, VC compatible. Mhm. Oui. Oui, et même je rajouterais juste à ton point, on n'a pas tous les mêmes degrés de risque. Et je pense que c'est ça aussi Ouais, qui est primordial dans les différents acteurs. oui. Se rendre compte qu'en fait, plus on avance en maturité de boîte, plus en fait, on investit moins. Mais du coup, dans des boîtes où on a moins de prise de risque finalement, même s'il y en a toujours. Là où en early stage, les investisseurs vont davantage mettre des tickets un peu partout, à prendre avec des pincettes évidemment, même s'il y a un écrémage hein, quand même en early stage. Mais voilà, en espérant qu'en fait, il y en ait une sur les 10 ou sur les 20 ou sur les 100 voilà, qui retourne, entre guillemets, le fond. Et donc, il y a beaucoup plus de prise de risque en early stage. Et sur les projets VC compatibles ou pas, honnêtement,
j'aime pas trop ce terme. Ça va être plus en fait une présentation de la boîte qui va changer, qui va différer en fonction du marché et des normes du marché, entre guillemets, qui sont informelles, mais qui sont quand même un peu présentes. Donc ouais, il n'y a pas de projet qui va moins passer parce qu'il y a des acteurs pour tout. Il y a de l'acteur pour du hardware, il y a de l'acteur pour du soft, il y a de l'acteur pour du pré-revenu, il y a de l'acteur, enfin bref, il y a un peu de tout pour tout le monde et même partout en Europe, mais aussi du coup aux États-Unis ou autres. Et du coup, donc ça va être plus une présentation des livrables, donc avec notamment, comme on évoquait, mais voilà, des profondeurs de marché qui vont être atteignables, des revenus et des BP budgétés qui vont être atteignables, même si il faut un petit peu voilà, le rendre attractif et ça reste un document aussi commercial, hein, vous vous vendez face à un investisseur. Voilà, rendez-le attractif, mais pas infaisable. Et il faut que vous puissiez justifier en fait les slides que vous avez faites et la présentation que vous avez faite de manière concrète, de manière cohérente, avec des calculs à l'appui, parce que on va vouloir décortiquer quand même beaucoup de choses. Il faut être prêt à pouvoir rebondir sur les chiffres que vous avez posés. Donc c'est plus ce côté-là qui va être ici compatible. Et après, évidemment, parler aux bons interlocuteurs, targeter faire des listes de personnes qui sont les plus pertinentes et pas arroser tout le marché. Parce qu'après, vous allez être aussi un peu plus mal vu parce qu'en fait, c'est un petit monde et c'est vrai que les gens parlent beaucoup entre eux et donc peuvent s'échanger les dossiers quand c'est pertinent. Ils peuvent, même un bon investisseur peut vous renvoyer vers d'autres fonds qui considèrent plus pertinent qu'eux quand ils prennent un peu de temps pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, et c'est plus ce côté-là, je trouve, qu'il faut faire attention à être VC compatible pour un projet. Mais il n'y a pas voilà, de technologie ou de choses qui sont pas VC compatibles du tout. Pour les erreurs à éviter aussi sur cette logique, on parlait du marché où on veut donner des chiffres énormes, justement, parce qu'on peut se dire et faire aussi cette peut-être erreur de jugement, tu me dis, sur se dire, OK, il faut une profondeur de marché beaucoup plus importante pour que des fonds d'investissement soient intéressés, donc être VC compatibles. Pas forcément, ça dépend aussi de beaucoup d'éléments, comme tu viens de l'expliquer, hein, c'est pas aussi simple. Mais c'est quoi les principales erreurs que tu recommanderais, enfin, que tu vois passer et que tu dis, voilà, ça, il faut l'éviter. Ouais, c'est sûr. Justement, j'en parlais du coup un peu le pitch deck où en fait on sent soit ça a été délégué et du coup je sais pas, ça a été une entité externe, ça a été externalisé et que du coup ils sont pas vraiment appropriés le document qu'ils présentent. Donc du coup en fait quand tu rebondis sur les chiffres qui sont présents sur le pitch deck, c'est assez dur de justifier que vraiment ayez quelque chose de pas trop détaillé, mais quelque chose que vous maîtrisez, c'est hyper important. Le business plan, du coup, j'en parlais, donc voilà, plutôt, enfin, qui reste réaliste et pas trop optimiste non plus, surtout à court terme. Parce que de toute manière, nous, enfin, en tout cas, on repassera dessus avec d'autres hypothèses. Et puis, se présenter trop tôt, du coup, à trop d'investisseurs avec des indicateurs que vous n'avez pas encore. Ça peut vous faire ne pas passer le screening alors que 2 mois après, en fait, vous étiez prêt et vous aviez montré les bons chiffres qu'il fallait bien et que, en fait, un investisseur a quand même énormément de dossiers qu'il reçoit chaque jour. Et donc, pour montrer que vous démarquez du marché, etc., il faut vraiment s'attarder sur ces points forts qui peuvent varier complètement de société en société, qui peuvent être, enfin, on parlait beaucoup du revenu, mais il y a énormément d'autres indicateurs. On peut parler du churn, du coup, de votre maîtrise justement du cash, de POC que vous avez avec soit des gros groupes, soit plein de petits clients de montrer qu'en fait, vous avez vraiment peaufiné et structuré ce funnel d'acquisition aussi. Donc, ce côté commercialisation. Voilà. Et puis après, évidemment, mettre en valeur vos brevets et toute cette défensabilité. Toujours les mêmes termes qui reviennent finalement, mais c'est des choses vraiment qui sont les premières choses qu'on va regarder et qui vont différencier votre projet d'un autre. Et quand tu dis pas prendre contact trop tôt, il y a certaines personnes qui peuvent dire aussi c'est bien de prendre contact, mais au moins dans une relation juste de créer du lien. Oui. Euh,
pour construire ce lien et après de pouvoir justement, le moment venu, actionner cette relation. C'est peut-être plus vrai pour du early stage, c'est-à-dire bon, il y a une relation qui se crée dans les deux cas, mais est-ce que c'est plus vrai dans du early stage que du gros stage? Pas. Non, honnêtement, c'est hyper important de pouvoir, discuter en amont, et pas être tout de suite dans, «J'ai besoin de quelque chose, donne-le-moi», et d'être vraiment, ouais, plus dans une, voilà, on se croise en événement, «OK, vous faites ça», et en fait, d'être plus dans un échange plutôt qu'essayer à tout prix de correspondre à une thèse d'investissement qui ne vous correspond pas finalement. Parce que ça va être votre partenaire qui va vous suivre. Donc il faut vous rendre compte que c'est quelque chose, enfin, faut que ce soit positif. Enfin, OK, on vous donne, il y a une partie où on vous donne de l'argent, mais il y a une grosse partie qui est de l'accompagnement que nous, en tout cas, en tant que corporate ici, on met énormément d'accent dessus parce que c'est une énorme valeur ajoutée de pouvoir, voilà, contractualiser avec un grand groupe, pouvoir avoir accès à du réseau et de l'expertise métier que les business angels aussi peuvent vous octroyer. Donc c'est bien ce capital et ce cash, au début, mais il n'est pas du tout primordial au début. Enfin, je trouve qu'il y a une grosse part de savoir bien s'en trouver, avoir des partenaires qui sont convaincants, notamment par exemple des comités scientifiques ou stratégiques que vous pouvez aussi mettre en place, qui peuvent être vos proches, mais aussi voilà, des gens que vous avez rencontrés lors d'événements et qui ont vraiment adhéré au projet. Ça montre que voilà, il y a des gens qui ont cru à ce projet. Donc, c'est aussi tout l'organisme et la bulle que vous allez créer autour de vous qui va vous donner de l'aura et qui va donner aux investisseurs l'envie de vous contacter même, euh, plutôt que ce soit vous. Donc vraiment, voilà, évidemment, des premiers échanges avec les investisseurs en amont d'une levée de fonds, juste pour dire, bah, pour l'instant, voilà, je cherche pas, mais c'était juste pour un peu savoir ce que vous faisiez. Nous, on va être les premiers à être heureux de ça, plutôt que de nous dire, ah ok, vous investissez là-dedans, bon bah bonne journée. Enfin, après, je peux comprendre aussi, on perd pas notre temps, mais voilà, ça peut être, on peut être aussi utile à vous renvoyer vers d'autres personnes qu'on peut connaître. Et puis, tu as d'autant plus envie de renvoyer vers un fonds d'investissement qui peut être plus pertinent que vous, si Mhm. justement tu as créé ce lien. Enfin, on est dans des relations humaines, Bon, en fait, hein, ouais. c'est juste ça. Après, clairement, oui, vous êtes aussi ultra, hyper sollicité. Et côté fondateur aussi, vous avez 1 milliard de trucs à gérer, donc votre Mhm. temps est extrêmement précieux. Donc, Mhm. bon, en ayant ça en tête, effectivement, il faut quand même être dans une logique plutôt intelligente de création de liens, de relations, d'intérêt authentique sur la relation que vous pouvez créer avec tel ou tel investisseur, ce qui marche le mieux. Bon, encore une fois, ça peut paraître un peu du bon sens, mais souvent le bon sens, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Bien Euh, sûr. sur des points aussi qu'on souhaitait aborder en préparant ce webinaire, on en parlait ensemble, Estelle, c'était sur le pitch deck, notamment un type, c'est comment capter ton attention au début sur l'accroche. Ouais. Lors d'un pitch deck, c'est vrai que les premières choses qu'on peut regarder et les premières slides, ça peut être soit des choses type un résumé en fait de ce qui va venir, parce que le plus souvent on le parcourt quand même assez rapidement. Donc si on a une slide qui résume voilà où vous en êtes, vos ambitions et où vous avez envie d'être demain, voilà, on sait ce que vous cherchez et on peut aller beaucoup plus vite à comprendre vos besoins. Ça peut être aussi commencer par une accroche d'un problème marché et montrer qu'en fait, vous avez eu toute une logique de partir de quelque chose que voilà, vous avez vu au quotidien qui marche pas et aller trouver une solution. Donc ça, nous, ça nous montre que votre solution reste un must-have et pas quelque chose qui s'ajoute à un stack existant. Donc ouais, ça va être des choses comme ça, ou alors partir voilà, d'un gros chiffre marché marquant que tout le monde connaît. Enfin, ouais, c'est des choses comme ça qui vont attirer notre attention. D'autres conseils aussi peut-être un peu pratiques sur le pitch deck et c'est cet exercice, c'est notamment une roadmap dans les 12 mois. Ça aussi, c'est quelque chose parce que des fois, on peut dire, OK, on a une roadmap sur 5 ans, donc c'est bien, ça montre la direction où vous voulez aller. Mhm. Mais vous, ce qui vous intéresse beaucoup aussi, c'est ces 12 prochains mois qui suivent. Exactement. Ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment, bah, du coup, avoir la vision, ses ambitions et notamment, bah, s'ils cherchent, du coup, à lever des fonds,
à quoi vont servir ces fonds et notamment comment ils s'intègrent dans cette roadmap de 12 mois. Le plus souvent, on voit, voilà, la levée de fonds, il y a 50% qui va servir au commercial, 10% à la tech, etc., etc. Euh, Finalement, l'intégrer dans votre roadmap et montrer, OK, en fait, nous, on a déjà tout budgétisé, si on a ça, ça peut nous permettre d'avoir ça. Euh, Ça montre qu'il y a eu un vrai travail, que vous n'avez pas voilà, trouvé un montant un peu au pif, pas trop travaillé, juste pour lever un maximum d'argent. Et aussi bah, bien dissocier dans le montant que vous recherchez le côté dilutif et le côté non dilutif. C'est bien de nous aussi avoir bah, cette vision-là, que vous sachiez qu'il y a des effets de levier qui sont positifs et qui sont primordiaux aussi après les levées de fonds et qui peuvent vous aider à doubler parfois les montants que vous levez. Donc ouais, roadmap hyper importante parce qu'en fait, on investit sur cette roadmap. C'est vraiment la chose de pourquoi en fait on va mettre de l'argent dans la société. Et sur ce non dilutif, où ça permet de faire un fameux effet de levier, c'est quoi concrètement? C'est si on prend l'exemple où il y a une levée de 2 millions d'euros, où vous êtes en lead Orange Ventures, vous mettez, mettons, 1 million d'euros, donc la moitié. Le reste Mhm, sera réparti avec un fonds qui suit, qui met par mhm, exemple 500 000 euros. Et après, c'est peut-être d'autres, peut-être un family office, peut-être un groupe de BA ou peut-être des business angels individuels qui mettent le reste. Donc on est sur 2 millions. mhm, Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez cette somme, donc, vous avez évidemment du chiffre d'affaires parce qu'on se situe là sur, mettons, une série A. Et sur cette série A, derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous allez avoir les 2 millions d'euros qui vont être dans la société et financer votre projet. Mais ensuite, vous allez pouvoir faire appel au fameux non dilutif. Et c'est quoi? C'est des prêts bancaires. Euh, donc, il y a des banques qui pourront vous suivre et vous prêter de l'argent, parce que comme vous faites aussi du mhm. chiffre d'affaires, eux, ils vont avoir une vision différente. Donc, c'est un exercice différent, la levée de fonds, sous forme de non dilutif que celle de dilutif. Donc, le non dilutif, pourquoi? Parce que ça va pas impacter votre dilution dans le capital, c'est une logique de prêt. Ou alors, c'est aussi une logique de subvention. Donc, peut-être que vous pouvez avoir aussi des subventions parce que vous avez aussi levé des fonds et que vous avez des capitaux propres qui vous permettent d'avoir accès à certains aspects. Mais c'est ça, concrètement, la partie non dilutive et l'effet de levier. Et comme tu l'as dit, c'est un besoin de financement global qui est de peut-être 4 millions d'euros, mais que tu vas lever 2 millions en dilutif. Peut-être que tu peux avoir entre prêts, subventions et autres, 2 millions d'euros supplémentaires qui pourraient venir combler justement votre besoin de financement au global. Exactement. Donc ouais, c'est sûr que bah, du coup, les entités externes, bah, notamment les banques ou même la BPI, quand elles voient renforcer vos fonds propres, ils vont plus avoir confiance à se dire, OK, bon, bah, en fait, ils ont quand même de l'argent, ils pourront nous rembourser. C'est ça aussi, faut se mettre dans la tête des parties prenantes avec qui vous parlez, vous échangez. Et eux, ils vont essayer de minimiser leurs risques en se disant que d'autres l'ont pris un peu pour eux aussi. On arrive à 49 minutes d'échange ensemble, Estelle. Donc, on va pouvoir se réserver maintenant 10 minutes pour répondre à vos questions. Il y en a une qui est posée d'ailleurs. C'est Lamnan qui nous la pose sur cette impression entre les différences marché US et investisseurs américains versus France et peut-être Europe. Mhm. Mais en tout cas, là, l'impression partagée, c'est qu'en France notamment, on n'investit plus dans la notoriété des fondateurs qui ont de l'expérience, alors qu'aux États-Unis, c'est peut-être plus dans enfin, des projets ou en tout cas des personnes qui peut-être sont sorties d'école. On a l'exemple avec c'est Stripe, par exemple, où on a plein d'exemples, Facebook aussi. Mhm. Ouais. Oui, oui, complètement. Complètement. Après, je trouve au-delà donc de ce first time founder qui est un peu plus euh, accepté aux États-Unis, c'est, je pense, toute une mentalité sur la prise de risque qui est un peu différente et qui est un peu plus forte aux États-Unis. C'est vrai que, ben, pour revenir aux fondateurs, mais en France, on va privilégier donc les fondateurs expérimentés qui donne une grande importance à l'expérience professionnelle, la notoriété dans l'industrie. Du coup, on parlait avec notamment des publications qui peuvent être liées ou au diplôme issus de grandes écoles de commerce. Bah, en fait, ça va nous rassurer finalement d'avoir des équipes qui ont déjà prouvé des capacités d'exécution avec un parcours solide et qui ont notamment pu justement euh,
rassembler un réseau beaucoup plus fort déjà en créant leur deuxième ou troisième société. On va être un peu plus enclin. Et comme en France, on a un peu plus peur et avoir un peu plus, faut prendre avec des pincettes, mais un peu plus peur en tout cas du risque qu'aux États-Unis. Et du coup, aux États-Unis, évidemment, ils vont être davantage voilà, ouverts à ces first-time founders et aux jeunes diplômés qui sortent quand même de grosses écoles, hein. Honnêtement, je pense qu'ils regardent quand même pas mal les écoles et qui, par contre, lancent leur première entreprise euh, parce qu'ils ont davantage, je pense, ce côté démarche, sales, qui maîtrisent très très bien. Ils arrivent à se vendre avec très peu d'expérience parce que justement, ils réussissent à s'entourer. Ils y vont un peu plus, je pense, au culot qu'en France. Et c'est des choses qui sont appréciées, et qui sont appréciées notamment là-bas. Donc oui, honnêtement, je pense qu'il y a un peu plus d'ouverture aux États-Unis à ces jeunes diplômés. Après, en France, c'est pas du tout fermé. Il y a énormément d'accélérateurs incubateurs qui sont liés à des écoles justement pour pouvoir accélérer dès la sortie et qui bah, justement ont beaucoup de notoriété et qui te donnent accès à beaucoup de réseau. Et enfin, au-delà d'être un fondateur avec du coup toutes les expériences, on demande surtout à savoir bien s'entourer de gens qui ont des expériences complémentaires et qui vont te permettre d'aller plus loin. Finalement, tu vois, si tu as l'intelligence de te remettre en question, d'avancer, de t'entourer, de savoir, voilà, moi je suis fort là-dedans, mais lui il est fort là-dedans, et de pouvoir à cohabiter, c'est ça qu'on va regarder et qui est important pour structurer une société. À mettre aussi en perspective la maturité des marchés. Les États-Unis, c'est quand même un marché qui euh, est extrêmement mature sur le venture capital, là où en France, on l'est quand même un peu moins. Et au-delà de cette maturité, ça va de pair avec le fait que ce soit d'autant plus connu. Il y a beaucoup plus de personnes, c'est beaucoup plus connu le venture capital aux États-Unis qu'en France, où ça reste un actif. C'est un actif financier de toute façon, investir dans des startups, et c'est très risqué, comme tu l'avais mentionné, Estelle. Et donc, il y a ça aussi à mettre en perspective. Mais pour revenir sur les jeunes diplômés, il y a aussi et tu l'as précisé, hein, il y a des acteurs qui sont spécialisés là-dedans. Il y a par exemple nos amis de chez Campus Found qui sont, eux, qui investissent dans des projets portés par des étudiants ou qui sont sortis d'études, justement parce qu'ils ont leur thèse d'investissement qui est dans cette logique, que des jeunes Mhm. diplômés qui sont dans l'entrepreneuriat et qui se lancent et qui savent, comme tu l'as très justement dit, s'entourer, bah, peuvent créer de très belles sociétés et avec de très beaux potentiels. Donc, enfin, c'est effectivement, mais il y a des différences entre les marchés, que ce soit la maturité, que ce soit les profondeurs, que ce soit différentes choses à avoir en tête, évidemment. Euh, Autre question qui peut être posée, c'est bon, il y a la question qui est posée par Flavien, on pourra en discuter. D'ailleurs, pas hésiter à prendre rendez-vous avec les équipes Syllegas pour discuter de l'accompagnement. Alors, est-ce qu'on choisit l'accompagnement et la personne? Donc, nous, on a des équipes avec des personnes qui sont expertes sur les sujets qui nous concernent, que ce soit sur le juridique et autres. Donc, évidemment, avec plaisir pour en discuter. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Pour les autres questions, il y a Elodie qui pose la question sur Orange Venture, qui s'intéresse même très rarement au pré-seed en Europe. Alors, pré-seed, c'est vrai que c'est quand même pas forcément des thèses d'investissement, il y a des fonds d'investissement, ça revient aux typologies dont on parlait, où non, vous préférez vous concentrer sur des stades un peu plus matures parce que c'est votre stratégie. Exactement. Ouais, vraiment, honnêtement, jamais s'intéresser à du précis en Europe. On peut regarder plutôt à du précis de seed en Afrique. Même si on s'intéresse aussi davantage à du seed en Afrique. Et ça revient aux typologies, aux thèses d'investissement et donc à ces stratégies d'investissement de ces investisseurs. Euh, Quand on a des fonds d'investissement, il y a des fonds d'investissement. Donc, c'est l'exemple avec Orange Ventures que tu représentes aujourd'hui, Estelle. Et c'est aussi d'autres fonds d'investissement qui n'investissent que dans du encore plus late stage, chercher un terme plus mature pour éviter les anglicismes, mais plus mature, et c'est-à-dire que c'est entre le private equity et le venture, quoi. Et donc ça, comment le qualifie? Pareil, c'est en fonction des données de maturité, mais de maturité
Comment ça s'explique? Ça s'explique par le nombre de clients, par le revenu, par euh, l'année d'ancienneté du lancement de la société, ce genre de choses, mais principalement sur des critères quand même assez financiers, hein, on s'entend. Et donc, certains sont spécialisés dans ce secteur-là. Et donc, d'autres sont spécialisés sur du pré-IPO, c'est-à-dire des sociétés qui sont sur le point ou qui sont en capacité de pouvoir se lister sur des marchés publics, que ce soit le Nasdaq, que ce soit Euronext pour parler d'Europe, et autres, ou London Stock Exchange pour nos amis anglais. Mais c'est l'idée, donc c'est vraiment dans cette logique Et c'est pour ça que vous aussi, de votre côté, vous devez faire ces recherches et savoir, OK, quelle est la stratégie de ce fonds d'investissement? Par exemple, on a le plaisir d'avoir là clairement les critères de ton côté avec Orange Ventures. Est-ce qu'on est en pré-seed, pré-revenu et on va quand même se dire, OK, bon, je vais envoyer mon pitch deck à Estelle. Si c'est pour avoir peut-être des retours à côté, parce que peut-être tu peux accompagner aussi des projets qui te plaisent et tu es toujours à l'affût aussi, je pense, d'innovation et autres. OK, mais Mhm. est-ce que c'est Orange Ventures qui pourrait peut-être intéresser? Bah non. Mhm. Bah, c'est ça en fait, c'est aussi une efficience de votre côté, vous n'avez pas de temps à perdre. Donc si vous avez des entrepreneurs et des investisseurs à targeter, ben voilà, trouvez plutôt des personnes qui vous correspondent à votre stade de maturité actuel. Après, si demain vous nous contactez et que le projet nous paraît quand même pertinent, il y a plus une histoire de suivi. On va essayer de garder contact, se dire ah oui, franchement, ça avait, franchement, s'ils arrivent à développer ça, voilà, nous on a envie d'être de la partie aussi. Donc il y a un peu ce côté-là où il faut quand même, si vous contactez, en tout cas, réussir à attiser cette curiosité du côté investisseur pour qu'ils puissent vous suivre. Voilà. Ce seront les mots de la fin. On arrive à midi. Mais merci en tout cas beaucoup, Estelle, pour tes Merci à toi. conseils, tes retours concrets et témoignages. N'hésitez pas à nous contacter côté Siliga, que ce soit sur le site ou autre. Je pense que vous avez aussi sur le site Orange Ventures, vous pouvez déposer les dossiers. Encore une fois, en ayant en tête ce qu'on vient de dire pour conclure là notre échange. Mais on espère que ça a pu vous éclairer sur les différentes étapes de financement, sur les typologies d'investisseurs et le reste. On vous souhaite une bonne continuation et merci encore, Estelle. Merci à vous. Bonne journée et Bonne à bientôt. journée. Au Au revoir. revoir.